Salut tout le monde et bienvenue dans Long Live, le débrief. Une semaine sur deux avec David, journaliste, réalisateur et producteur de ce podcast. Nous revenons sur l'interview de la semaine précédente. En l'occurrence, l'interview d'Emily Steinbach, plus connue aka The Brain Gut Scientist, qui nous a fait une leçon pratico-pratique sur l'alimentation pour bien vieillir et surtout pour prendre soin de son cerveau et de son tube digestif. Et vous nous avez fait énormément de retours très positifs suite à cette interview. Donc merci beaucoup. Déjà merci pour votre fidélité à l'écoute de Long Live. Et aussi merci pour tous les retours que vous nous avez fait qui étaient généralement très positifs. Mais je comprends en même temps parce que cet épisode était dingue. Et voilà, il y avait vraiment ce côté un peu prends tes notes et voilà, fais la liste en fait de ce qu'il faut manger pour aller bien sur le très long terme. Notamment ce régime, le Mind Diet, qui a beaucoup intéressé. On va rentrer dans le détail, mais avant d'avoir fait des listes, vous avez quand même dit des choses un peu généralistes. Moi, je n'y connaissais rien. Toi, tu t'y connais dans ce truc-là. Donc, certes, il y avait plein de choses où on voyait que tu maîtrisais, mais moi, le microbiote, par exemple. Le microbiote intestinal est quand même un acteur clé de notre santé. Et il est d'ailleurs maintenant considéré comme un organe à part entière. C'est pour ça qu'on parle de transplant, comme si on transplantait un cœur. Et donc, en gros, c'est les bactéries qui peuplent nos intestins et qui nous aident à digérer. Ouais, l'ensemble des bactéries et micro-organismes, parce qu'il n'y a pas que des bactéries, mais il y a beaucoup de bactéries qui sont donc le microbiome intestinal, c'est de la bouche jusqu'au côlon. Mais on a aussi un microbiote sur notre peau, un microbiote vaginal. Et quand on est par voie basse, par exemple, ou par césarienne, ça peut avoir un impact sur le microbiote qui va coloniser l'intestin du bébé. Donc oui, c'est... Ça, tu connaissais pas le microbiote intestinal? T'en avais jamais entendu parler? Le nom, si, évidemment, mais je me disais pas, c'est un organe. Et ce truc de, selon comment un enfant naît, par exemple, s'il passe par voie basse ou par césarienne, ça va influer sur le développement de son microbiote à lui. Enfin, c'est dingo, en fait. Absolument. Et aussi, le microbiote de la peau sur le sein de la mère quand il boit. Ça se transmet. Et ensuite, par exemple, si l'enfant, malheureusement, doit avoir des antibiotiques, ça influe énormément sur le développement de sa flore intestinale, en fait. Ensuite, après, il faut recoloniser. Donc, ça joue énormément. Mais on dirait que qu'on parle d'un corps dans le corps. Enfin, on dirait que ça a clairement une indépendance. Quand vous dites que ça peut digérer les molécules à notre place, typiquement, enfin, c'est fou la complexité de ce... Dans le corps humain, il y a plus de bactéries et de micro-organismes étrangers à notre corps à nous que de cellules que l'on a à nous. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Entre le microbiote intestinal, vaginal, celui qui est sur la peau, les mitochondries et aussi qui sont finalement un organite intracellulaire. Donc finalement, en fait... J'ai l'impression que tu prends ta blouse quand tu me parles non, comme mais ça. En fait, on vit en symbiose. Mais c'est exactement finalement comme ce que Bruno Parmentier nous disait pour la vie des plantes dans la Terre. Elles vivent aussi en symbiose avec les micro-organismes de la Terre. Et il faut respecter ça. Et on ne comprend ça que depuis quelques dizaines d'années. Non, mais tu penses à ton microbiote, toi? Oui, tout le temps. Mais en fait, si c'est vrai, je pense énormément à mon microbiote. Cher microbiote, aujourd'hui. Non, mais je veux dire, là, typiquement, concrètement, comme moi je découvre je pense pas toujours moi à mon microbiote. Tu lui dis quoi? Alors, je lui dis pas forcément grand-chose, mais je le nourris. Non, mais du coup, je lui apporte surtout des fibres. D'accord, donc tu réfléchis à cette interaction, tu réfléchis à la manière dont tu vas t'alimenter pour correspondre à ses attentes. Voilà, et après j'essaye d'être un peu à l'écoute, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mangé qui fait que ça va bien ou que ça va pas bien. Qu'est-ce qui fait de l'effet? Voilà, est-ce que je ne fais que péter si j'ai mangé je ne sais quoi, du fromage, du camembert, ou est-ce que t'es en pleine forme, ou est-ce qu'au contraire, voilà, ma digestion elle est hyper bien. Mais ça, c'est un truc qu'il faut réguler. C'est son microbiote qu'il faut prendre en considération. Voilà, il faut apprendre à l'écouter, lui apporter ce qu'il faut, ressentir. Mais est-ce que tu penses pas que les gens, toi, t'es hyper calé parce que tu fais gaffe et puis parce que tu as un rapport à ton corps qui est hyper, comment dire, tu lui parles, t'as une proximité. J'essaie d'être connecté. Ouais. La plupart des gens, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut, tu vois, toi, par exemple, tu donnes quoi comme tips pour que les gens, justement, commencent à réfléchir à ça? Parce que c'est ce qu'on va voir aussi, on va en parler, mais c'est qu'en gros, on ne réfléchit pas du tout à l'incidence de ce qu'on ingère. En fait, j'essaye d'expliquer ça, le fait qu'il y a plus d'organismes différents de nous dans notre corps qui nous aident à aller bien. J'essaie d'expliquer ça, en fait, que ce sont des bactéries qui nous aident à digérer.
Oui, mais quel tips tu donnes pour que, quand tu dis, toi, par exemple, je suis à l'écoute de mon microbiote, tu vois, ou je pense à lui, Oui. ben, les gens, j'imagine, pour 90% des gens, c'est du chinois, ils s'en foutent, ils se disent juste, j'ai trop ou pas assez mangé. Ok. Bah, les gens, ils ont quand même ce truc, c'est, oh là, j'ai trop mangé, ou alors, j'ai faim, j'ai pas assez mangé. Mais en dehors de ça, je pense pas que les mecs se disent, ce serait bien que je mange des fibres, je pense que les c'est très rare. sensations, c'est vraiment la digestion, les flatulences, comment tu vas à la selle. Ouais. Après, ça peut être aussi des douleurs, des ballonnements, voilà, Oui, mais toi, plutôt tu dois les affiner. sensations de bas du ventre. Ouais, mais toi, au-delà de ces sensations, tu dois aussi affiner. Tu dois te dire, là, il faut que je mange des fibres, là, il faut peut-être plus de protéines, là, tu vois, même sans parler des sensations. Oui, après, vraiment, le microbiote, c'est les fibres. Ouais. Ce qui nourrit le microbiote, c'est les fibres, c'est ça qu'ils aiment. C'est en mangeant le plus de fibres possible qu'on développe le meilleur des microbiotes. Et beaucoup de variétés. Je pensais vraiment les fibres, donc c'est tout ce qui est fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. Et la variété, c'est-à-dire manger le plus de fruits et légumes et de céréales, mais différentes. D'ailleurs, j'avais fait un challenge, c'était le mois de janvier, je crois. C'était le 100 Veg Challenge. Donc, en gros, pendant un mois, on a essayé de manger 100 végétaux différents. Ah oui, d'accord. Ça pouvait être les céréales, les légumineuses, les noix, les fruits, les légumes. Et en fait, c'est vraiment... 100, c'est beaucoup, hein, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Ouais. Alors, on a de la chance maintenant. On peut aller choper un peu de congelé, on peut choper, voilà. Enfin, oui, c'est vrai. Mais finalement, entre les céréales, les noix, les fruits, les légumes, t'y arrives. Mais il faut se décarcasser et il faut s'obliger à manger des choses que tu ne manges pas tout le temps, parce que ça, c'est un problème majeur, c'est que les gens mangent un peu toujours la même chose, même s'ils mangent des fruits et légumes. Ce qui est très bien, c'est le message principal. Mais ce qui est encore mieux, c'est de manger très, très varié. Très différent, pas que des carottes, tomates, concombres, quoi. Donc la variété. On va parler justement, parce qu'après vous avez donné plein de tips et cité plein de choses justement d'exemples de régime. Mais avant d'aller encore dans ce détail, vous avez parlé du lien qu'il y a entre l'alimentation et la santé mentale. L'alimentation a un réel impact sur la santé mentale et cognitive. Et on n'en parle pas, on parle souvent... En fait, pour moi, un problème, c'est qu'en nutrition et en neurosciences, beaucoup d'approches sont extrêmement réductionnistes. On s'intéresse que à un organe à part entière, on oublie, comme le cerveau, qui fonctionne en fait avec des molécules qu'on retrouve dans l'alimentation. C'est marrant de se dire ça. Je pense que c'est l'avenir de la médecine. C'est la médecine holistique. Alors, holistique, ça veut pas dire magique, ça veut dire qui représente un tout. C'est-à-dire où tu prends tout en compte. Tu dis pas le cerveau, mais c'est le cerveau en interaction avec d'autres organes ou avec ceux qu'on mange et tout ça. Complètement. Et tu vois, moi, j'ai une de mes grandes sœurs qui est pneumologue. Donc, c'est le poumon. Donc, elle a vraiment fait des études sur le poumon. Mais plus elle progresse dans son métier et plus elle se rend compte de l'incidence de ce qu'on mange, de ce qu'on respire, mais au quotidien dans son environnement et de même parfois les familles. Donc, il y a eu cette imbrication en fait entre les organes, elle n'est pas encore très bien prise en compte et je pense que c'est l'avenir, le bel avenir de la médecine. Et encore, tu parles d'interaction entre les organes, mais elle parle aussi de l'alimentation. C'est-à-dire que tu dois considérer ce que ça apporte. Elle prend l'exemple de la sérotonine, par exemple, qui a un impact sur la dépression, l'état dépressif. Or, la sérotonine, si j'ai bien compris, on se parle d'un acide aminé qu'on ne trouve que dans l'alimentation, en l'occurrence. Donc ça voudrait dire que non seulement il faut penser à l'interaction entre les organes, mais il faut aussi étudier les organes en fonction de ce qu'on peut leur apporter en termes d'alimentation. Ouais, exactement. Mais ça te fait pas... Enfin, moi, quand je l'entends dire ça, je me dis, putain, on y arrivera... Enfin, la complexité. Alors, ça se complexifie et en même temps... Tu rajoutes une donnée dans l'équation. Enfin, c'est fou. Oui, mais Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de scientifiques qui parlent entre eux. Donc, finalement, je pense que c'est ça, en fait, la médecine, elle va devenir de plus en plus personnalisée. Donc, en fait, on va de mieux en mieux pouvoir analyser exactement, toi, ton foie, il a besoin plutôt de ça plutôt que de ça. Et finalement, les médicaments, ou en tout cas les traitements, plutôt préventifs, seront de plus en plus individualisés, personnalisés, quoi. Et ça, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai l'impression dans tous les épisodes que tu fais, les entretiens que t'as, quel que soit le terrain, il y a vachement cette idée-là qu'on va aller de plus en plus vers quelque chose d'adapté. Avec Bruno Parmentier, quand on parlait d'agronomie, c'était adapter le traitement d'un champ au champ et à ses caractéristiques à lui. Ouais, c'est ça. Quand on parle de santé, parfois on parle de se faire des prises de sang pour bien savoir ce dont on a besoin. Quand on parle de longévité et du progrès des choses, je trouve qu'on va un peu dans cet état d'esprit de personnaliser les choses. Et c'est hyper positif parce que finalement, on va vraiment cibler exactement ce dont on a besoin plutôt que faire un peu le large spectre.
Tu vois, c'est comme un peu maintenant, c'est les programmes de traitement de certains cancers sont de plus en plus personnalisés aussi. Tu vois, l'immunothérapie et tout ça, on va vraiment chercher, vraiment bien comprendre la tumeur exacte de la personne pour vraiment aller cibler ce qu'il faut. Et c'est ça qui va être le plus intéressant. Donc là, pour l'instant, on le fait pour les maladies, voilà, très graves, et ça va s'élargir finalement à la prévention aussi. Non, mais c'est du coup, je pense qu'on vit une période qui est absolument dingue, de charnière, et je pense que dans 20 ans, on regardera notre époque en se disant c'était l'Antiquité. Hein. Oui, mais chaque période est l'Antiquité finalement, quand en tout cas en termes de science. Ouais. Tu vois, regarde, dans les années 80, les médecins fumaient encore vachement. Enfin, tu vois, on faisait encore des triples pontages. Maintenant, on pose à des tout petits stents par tout petits tuyaux. On n'ouvre plus jamais le cœur, ou très rarement. Donc voilà, en fait, on se rend pas compte, mais chaque décennie apporte son lot de grandes progressions, que ce soit vers les téléphones ou, bien sûr, ou les techniques d'entraînement ou la médecine. Mais c'est hyper intéressant, et je trouve que c'est bien aussi. C'est pour ça que je fais ce podcast. Alors, on n'a pas que des scientifiques, mais de bien se tenir au courant de ce qui se passe, aussi pour avoir de l'espoir et être content de l'évolution, et pas se dire tout le temps tout va à volo et c'est n'importe quoi. Il y a aussi des choses absolument superbes qui se passent grâce au progrès scientifique. Mais ça, c'est marrant parce que je pense que les auditeurs le disent, mais moi je me le dis à chaque fois que j'écoute tes entretiens, je me dis, il y a des raisons d'espérer. Voilà. Non mais vraiment, non mais c'est con, hein, ça peut paraître naïf, mais non seulement ça fait du bien, et en plus, quelle que soit la thématique, on se rend compte que derrière les considérations qu'on peut avoir un peu rapidement, eh ben il y a quand même des gens qui bossent et des choses très très positives qui s'améliorent sur tous les terrains. Moi, je pense, et c'est aussi pour ça que je crée ces podcasts, et aussi pour donner envie de vivre plus vieux et de rester en top forme, d'avoir envie de voir comment ça va de mieux en mieux aussi au fil du temps. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on interviewe un spécialiste de la paix dans le monde. J'y pense. J'ai une idée. Alors, on rentre dans l'histoire des listes. Le régime. Hyper bien. Moi, je suis adepte du régime méditerranéen. Mais là, on est allé précisément dans régime principalement végétal, céréales complètes légumineuses, poissons occasionnellement. Enfin, c'est ça, en gros. T'as entendu quand même le 90% végétarien ? Ouais. C'est fou parce que moi, quand j'en parle, attends, 90% végétarien. Elle dit c'est 90%. Ouais. Donc 90% végétal, l'alimentation. Et en fait, moi, quand j'en parle, souvent sur les réseaux sociaux, je me fais un peu tracher. Pourtant, regarde, Bruno Parmentier disait exactement la même chose. Anthony Berthoud, exactement la même chose. Enfin, à chaque fois qu'on a des spécialistes de la nutrition, c'est toujours la même chose. Mais ça ne bouge pas, quoi. Parce que les gens font l'amalgame avec la protéine. Ouais. Parce qu'ils estiment qu'un régime végétal, c'est un régime qui va être carencé parce qu'il n'a pas de protéines. Or, elle dit, la viande rouge, c'est quoi, une fois par mois ou une fois par semaine, mais genre 80 grammes. 2 fois à la limite de la viande blanche, et occasionnellement aussi du poisson. Plutôt petit poisson, en plus, pas des trucs gros poisson égale métaux lourds, attention, blablabla, maquereau, sardines, anchois, tout ça. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, que j'ai entendue de Eliud Kipchoge. Donc voilà, c'est un grand marathonien, voilà, qui a été interviewé dans un podcast que j'aime beaucoup. Et il dit, en anglais, en plus avec son accent kényan, c'est génial, il dit « It's not everyday Christmas ». Et c'est vrai que finalement, c'est pas Noël tous les jours. Noël, voilà. C'est ça, c'est vrai. C'est pas Pâques, Noël, l'anniversaire tous les jours. Et finalement, quand on regarde ce que nos grands-parents mangeaient, à Noël, oui, il y avait peut-être du saumon, mais voilà, c'était pour Noël, Nouvel An. Ouais. Et à la rigueur, peut-être, je sais pas, pour l'anniversaire de mariage. Mais sinon, c'était la viande, à la rigueur, un peu chassée, de la petite volaille, etc. Mais c'était pas du saumon tous les jours, et aujourd'hui les gens veulent manger du saumon le midi dans un pokéball, le soir dans une dinde de saumon au resto. Et en fait, voilà, enfin, on arrive à consommer beaucoup trop de produits carnés. Alors il y a plusieurs choses qui se recoupent, et qui se recoupent aussi avec d'autres épisodes. Forcément, on commence à avoir une espèce de petite trame. C'est bien parce que ça documente quand même pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant, enfin, tu reviens juste après, mais c'est que finalement, c'est tellement cohérent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit la même chose. Il n'y a pas un expert un jour qui arrive et qui nous dit faut vous faire que de la viande. Ouais. C'est fou. Ouais. Et puis en plus, non seulement ils nous disent la même chose, mais ils y vont franchement, comme tu le dis. Ils disent tous, mais en fait, la viande, on oublie, quoi. Enfin, on oublie. Enfin, c'est vraiment à la marge. Elle prend l'exemple, elle dit, moi, je la mange quand c'est mon grand-père qui me la sert. Oui, mais toi, regarde David, qui est un expert de la grande cuisine. Pas que. Non, mais si, t'as quand même un podcast très bien écouté, chef. Tu connais très bien les grands restaurateurs. Ils ne servent que de la viande et du poisson. Enfin, je veux dire, c'est quand même...
Qu'est-ce que t'en penses? Il y a une évolution. Il y a une évolution. Okay. Après, il y a une évolution, il y a une volonté d'évolution de la part de ces gens-là. Et notamment, il y a des gens qui sont experts justement de la chose végétale. En revanche, ça reste des entrepreneurs. Ça reste des gens qui sont dépendants d'une clientèle. Et donc, culturellement, c'est pas facile, je pense. C'est un biais, à mon avis, c'est le premier, de se dire, les gars, chez moi, ça va être tout végétarien. Il y a des gens qui travaillent de fond, Alain Ducasse par exemple, avec sa naturalité. Lui, il va vers là. Il dit, on peut plus consommer des choses qui épuisent la planète, qui épuisent les ressources, qui épuisent les, voilà. Donc il va vers le végétal, il va vers le végétarien. Mais c'est une lame de fond. Il essaie d'emporter les trucs. Il a un burger végétarien, le Burgal qu'il essaie d'imposer depuis des années. Et il dit, on a raison trop tôt. Donc là, on perd de l'argent, on n'y arrive pas, machin truc. Il y a une expression comme ça qui dit avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Mais bien sûr. Sauf que lui, il a les moyens d'avoir raison trop tôt avec ses trucs. Mais ils sont isolés, les gars. Lui, il peut le faire parce que c'est Alain Ducasse et qu'il pèse lourd et du coup, il essaie d'emmener les gens avec lui et de créer vraiment une dynamique. Mais ça prend 50 ans. 50 ans. Donc non, c'est pas du tout avéré parce que les gens, ils comprennent pas. C'est super intéressant d'écouter ce que tu dis. Non, mais et puis en plus, quand tu fais des menus, par exemple, chez les grands chefs, tu as entre 7 et 12 occurrences, c'est-à-dire plats qui vont se succéder dans les menus dégustation. Là, impose 12 plats d'affilée sans qu'il y ait une viande et un poisson, culturellement, c'est très compliqué. En France, en tout cas. Dans les pays nordiques, c'est plus simple. Oh, dans les pays nordiques, il y a encore énormément de poissons, malgré tout. Oui, certes. Certes. Et puis, il y a aussi beaucoup de viande chassée, le renne et tout ça, ça se mange encore énormément. Ouais, mais il y a quand même une sensibilité qui est pas la même, quoi. Surtout dans les grandes adresses. D'accord. Je ne connais pas les grandes adresses. Après, culturellement, forcément, les gens, ils sont encore habitués. On chassait hier, en fait, donc. Non, mais en fait, c'est l'œuf ou la poule, et exactement. Finalement, c'est dans la restauration, les restaurateurs proposent ce qu'il va être commandé, quoi. Et en tout cas, ils peuvent pas être radicaux. Et c'est normal. Et en fait, c'est pas une histoire pour le coup, d'œuf et de poule. Je pense que c'est une histoire de temps long. Et je pense que petit à petit, et tu y contribues, chacun à sa manière. Et les gens évoluent, en fait. Et on consomme moins aujourd'hui. Et n'importe qui est un peu plus responsable aujourd'hui. Même la personne qui en a rien à foutre de tout. Elle en a quand même moins rien à foutre que quelqu'un des années 80. L'entend, tu vois, sur l'environnement, sur des choses comme ça. Aujourd'hui, tu peux plus passer une journée sans entendre un message pour la cause environnementale, par exemple. C'est super. Et je pense que pour la santé et l'alimentation, ça va aller de la même manière. Super intéressant. Mais non, et puis on peut plus bouffer les trucs. On peut plus, en fait. On ne peut plus d'avocats. Plus de viande rouge, plus d'avocats. Je pense à toi à chaque fois quand je regarde les avocats. Non, mais bien sûr. Elle dit autre chose aussi, le rapport au poids. Souvent, on ne définit l'alimentation que par le poids. C'est-à-dire, j'ai grossi ou je fais la bonne taille. Complètement. Et on fait pas le lien avec, par exemple, et vous en avez parlé, on va en parler du déclin cognitif. Avec l'activité cérébrale. La nutrition a un impact bien plus important que ça. Elle impacte tous les organes de notre corps et la santé mentale et cognitive. Il y a des études frappantes qui montrent quand même l'impact sur je vais utiliser des termes très vulgarisés ici, mais la longévité de nos performances cognitives, notre humeur et même des interventions nutritionnelles ont permis de soigner, on pourra en parler, mais des pathologies comme la dépression, d'allévier les symptômes en tout cas. C'est encore une fois aussi en train de changer, mais alors encore plus lentement que le côté végétal. On a tellement parlé de l'alimentation pour les calories, pour le poids, pour la perte de poids, que maintenant c'est tellement ancré. Et c'est pareil pour le sport finalement. C'est tellement en fait. réducteur. Mais le sport et l'alimentation, c'est seulement pour perdre du poids et pour, comme elle le dit, son expression, être bonne pour l'été. Ouais, c'est ça. Et on n'arrive pas encore à le rendre sexy, entre guillemets, le fait de faire du sport et de manger bien pour sa santé, pour la longévité, pour se sentir bien. Le bien-être, c'est encore un peu... C'est dans les pensées, mais c'est pas la pensée primaire, quoi. Ouais. Et qui fait acheter ou vendre. Alors que le bien-être, ça devrait être un guide quotidien pour tout niveau. Enfin, comme tu parles du sport, c'est la même manière. Nous, en France, culturellement, on se dit encore pas, en fait, c'est normal de faire du sport. Ça devrait être normal de faire du sport 2-3 fois par semaine. Ça devrait être logique. Tous les jours. Ouais, ok, tous les jours, pardon pas. Je vois tes yeux par-dessus le micro faire, mais non, mais c'est tous les jours. Mais t'as raison, c'est tous les jours. Mais moi, je dis ça parce que je progressé, je pars de loin. Non, mais de bouger tous les jours après la séance de sport, en effet. Mais de toute façon, ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire comprendre, le côté sport et alimentation pour être bien sur le très long terme. Et en fait, c'est difficile parce qu'on est toujours revenu un peu à la base. Et tu vois, je l'ai analysé là il y a pas longtemps avec Jade, ma community manager, qui m'aide pour développer ma chaîne YouTube.
Ma chaîne YouTube marche beaucoup moins bien ces derniers temps parce que c'est vrai que je ne parle plus de ventre plat, bras fins, fesses, machin. Ouais. Et en fait, et finalement, quand tu regardes YouTube, ce qui marche dans le sport, c'est que ça, quoi. Ça va que être le côté physique, esthétique et le côté s'entraîner pour vivre vieux en bonne santé. Bon, ça va faire quelques vues, mais pas du tout à la hauteur de jambes fines, cuisses gainées. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que en fait, les gens ne recherchent que des objectifs et ils se disent, pour le sport comme pour l'alimentation, allez, bon, je vais me mettre au sport. Cette expression, elle est dingue. Je vais me mettre au sport. Tu sens que c'est un effort, tu sens que c'est une résolution, tu sens que c'est éphémère, temporaire, que voilà, c'est un moment, là, j'ai décidé de me mettre au sport. Mais en fait, on ne devrait pas se mettre au sport. On devrait faire du sport. Et ça devrait être la base. Comme quand on se dit, bon, allez, je vais essayer de limiter le sucre. Mais mec, en fait, ça devrait pas être des résolutions, ça devrait être intégré. Et avec mes bien plus de 15 ans maintenant d'expérience. Dis le mec qui s'est mis au sport. Oui, mais tu vois, ça fait depuis 2007 que je suis dans le métier, donc ça va bientôt faire 20 ans. Hein, ça fait plus que 15 ans. Je peux vous dire, hein, faire du sport et manger pour perdre du poids, ça ne marche pas. En fait, ça va marcher un temps, 3 mois, 6 mois, et peut-être après ton 2 corps, ans. Il va reprendre un... Ça ne marche pas sur le long terme. La seule chose qui marche, c'est de faire du sport pour un objectif qui est différent de son poids. Ça peut être soit pour vivre vieux, en bonne santé, soit pour avoir moins de douleurs de dos, soit pour faire un objectif sportif ou voilà, enfin, au fur et à mesure progresser dans un sport, par exemple. Si vous avez ça comme objectif, le corps suivra. En fait, si vous mettez votre tête dans un objectif positif avec le sport et le bien manger, le corps suivra, mais c'est jamais l'inverse. Alors, le sport, on va en parler juste après parce qu'évidemment vous l'avez évoqué plutôt sur la fin de l'entretien, mais on se parlait là justement, c'est ce que tu décrivais aussi du lien entre ce qu'on mange et notre condition et notre santé mentale. 53% de réduction des risques d'Alzheimer. Tu te rends compte ? En fonction de l'alimentation. Moi je m'attendais pas à ce taux là énorme. Donc ouais. Mais en même temps, c'est tout à fait logique que ce qu'on ingère, et c'est la base de la médecine, c'est l'aliment est ton premier médicament. C'est incroyable. Et alors du coup, pour les déclins cognitifs, vous avez listé les choses à ne pas consommer. Je vous les classe pas dans l'ordre du pire. Ils sont tous voilà dans le même sac. Voilà. Donc la viande rouge et la viande transformée. Ok. Les aliments frits ou les fast-food. Okay. Tout ce qui est pâtisserie et choses sucrées. Il y a l'alcool qui ne doit pas être supérieur à 1 verre par jour. Et donc en gros, on est sur viande rouge, viande ultra transformée, les aliments frits, les pâtisseries, l'alcool et le dernier. C'est bizarre, mais c'est le beurre et la margarine. Je connaissais pas cette liste. Alors elle me choque pas du tout. Je ne la connaissais pas comme ça. Mais en même temps, ça ne me choque pas. Ouais, viande rouge transformée, non. Aliments frits, fast-food, oui, on sait que c'est bad. Pâtisserie, sucre, c'est trop. En fait, tout est trop. Trop riche. Tout est trop. L'alcool. Alors, elle dit quand même que l'alcool, c'est plus compliqué. Parce qu'elle dit que parfois, ça peut avoir des effets bénéfiques. Et elle dit un truc, c'est la dose. Pas plus d'1 verre par jour. Mais 1 verre par jour, c'est énorme, non ? Alors, normalement, la dose, c'est 1 verre par jour, pas tous les jours. J'adore cette expression. Ça apporte quand même un peu de modération. D'accord. 1 verre par jour, ça fait 6 verres ou 7 verres max par semaine. Ouais. Bon, c'est un verre de vin, c'est des verres de 12, hein, pas des verres de 25 à l'américaine. Bien sûr, ouais. Et après, c'est quand même controversé, les effets bénéfiques de l'alcool. Moi, en fait, de tout ce que j'entends et lis, en réalité, les effets soi-disant antioxydants et des tanins et des polyphénols qu'il y a dans le vin sont tellement minuscules par rapport c'est le lobby du vin qui cherche à trouver quand même 2-3 trucs. Par rapport en fait à ce que l'alcool fait comme dégâts, les minuscules petits peu de polyphénol, isoflavonol bullshit par rapport à tous les dommages que ça peut créer. Donc vaut beaucoup mieux prendre plutôt du cacao ou des fruits rouges plutôt que du vin pour avoir les effets polyphénol. Et le dernier truc qu'elle cite, c'est le beurre et la margarine. Je me suis posé la question, est-ce que toi, c'est quoi ton rapport au beurre ? Ouais, parce que ça, pour le coup... Beurre doux. Ouais, non, mais tu vois. Team beurre doux. Et après, oui, moi, je mange encore du beurre. Alors après, elle est quand même sur la 1 cuillère à soupe par jour. Ouais. Donc, je pense pas que je dépasse cette dose. On la dépasse facilement, hein, si tu y réfléchis.
Dans un truc traditionnel, parce que moi De qui tartines. cuisine beaucoup, par exemple, alors de tartines, mais t'oublies le beurre que tu utilises dans ta cuisine. Ou alors, Jamais. Jamais de beurre dans la cuisine, toujours Ok. l'huile d'olive. Parce Tu que mets du beurre dans la cuisine, toi? ah bah tout le temps. Mais non. Ah mais si. Mais ça n'existe plus. Mais bien sûr. C'est pas possible de cuisiner trouve-moi au un beurre. restaurant qui le fait pas. C'est très très rare. Ah, le Non restaurant. mais pour un seul truc, c'est que je vais cuire à l'huile moi. Mais je vais mélanger de l'huile et du beurre par exemple. Parce que le beurre permet d'obtenir une coloration, Un goût, oui, tu c'est ça, vois, il y a un et ouais, et puis une texture, une coloration qui est intéressante. Mais je cuisine pas au beurre, je cuisine à l'huile. Mais je mets toujours une noix de beurre quelque part. Ah bon? Mais bien sûr. Dans mon riz, je mets une noix de beurre. Mais tu peux dans- essayer dans l'huile mes d'olive dans le haricots, riz, je- c'est très bon. Ouais, non, mais j'en doute pas. Mais en tout cas, sur les cuissons, c'est un truc qui est que je fais quoi. Puis la tartine et tout. Et pour le coup, moi, je sais que le beurre et je le sens que c'est too much. Mais culturellement, c'est quand même bien ancré. Alors, Anthony Fardet, que j'avais eu sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs je pense qu'il va revenir dans le podcast, disait qu'il vaut quand même mieux manger du vrai bon beurre de qualité plutôt que de la margarine ultra transformée en fait. Ouais. Donc voilà. Et après, moi j'avais vraiment l'impression que c'était ultra ancré dans la population que le beurre, il faut arrêter et qu'on cuisine à l'huile d'olive. Non, mais moi, je cuisine à l'huile, mais c'est vrai que j'utilise le beurre, tu vois, en parallèle, quoi. C'est pas le truc principal. Je fais pas les trucs au beurre, mais Après, je pense que, enfin, tu vois, voilà, moi, je pense que quand même une cuillère à soupe par jour, ça fait quand même 7 cuillères à soupe de beurre par semaine par personne. C'est quand même beaucoup. ah, mais moi, je pense qu'on y est, hein, juste avec les tartines. Ok. Enfin, je sais pas. Les croissants, non, on s'en rend pas compte, puisque le beurre, attends. Mais des Par croissants, t'en manges pas tous les jours. Non, mais j'en mange 2 à 3 fois par semaine. Ah bon Ou alors les gens, ils vont, en tout cas, je vais à la boulangerie 2 à 3 fois par semaine. Ok. Moi, tu sais, je crois que j'en mange un par mois, max. Moi, je suis tombé dans une passion pour les feuilletés au fromage. J'en mange quasiment tous les matins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vachement de beurre là-dedans. Attends, Pareil- le croissant feuilleté au fromage? Alors non, c'est pas un croissant, Ah. c'est un feuilleté au fromage, quoi, Ok, au je comté, vois, là. je vois. Ah, mais j'adore, c'est devenu une addiction. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, trouver un croissant ordinaire, c'est un défi aujourd'hui, dans une boulangerie. Mais parce que c'est pas bon. Eh ben, si, c'est très bon. en Si l'occurrence. c'est bon, le Bah oui, croissant c'est très ordinaire, bon. c'est Bah le ouais. croissant au beurre, hein. Ben oui, mais parce que voilà, mais c'est symptomatique, quoi. Et en fait, moi, j'adore les croissants ordinaires. Je milite aussi pour le retour du croissant D'accord. ordinaire. Mais ça dit quelque chose, quand même. Et elle parle justement du fait que souvent c'est trop. Elle parle de l'effet que lui ont fait certains repas, où elle a l'impression qu'elle mange, et qu'après, on vient quand même lui reproposer des choses. Fromage, dessert. Culturellement, on a ce truc du trop. Mais encore une fois, ce n'est pas tous les jours Noël. Et finalement, les repas comme ça, entrée, plat, dessert, fromage. Ouais, culturellement, c'est ancré, quand même. Oui, mais finalement, ça devrait être seulement des repas d'occasion, de temps en temps, un anniversaire. Mais c'est pas le cas, hein. Regarde, C'est ça, moi c'est je le pas vois le cas. même à la cantine à TF1, les mecs ils sont là, ils s'envoient, ils prennent leur petit quart de brie à la fin du truc, et puis leur petit yaourt quoi. Et là, bam, ils se font péter un truc mais incroyable. Et les gars ont mangé une entrée, voire un plat, ou au moins un Ouais. plat avant ça. Oui, non, mais de C'est-à-dire que toute le petit façon, stand de fromage, il y a pas beaucoup de déchets à la cantine. Hein. simplify to simplify. Donc simplifier pour s'envoler. Il faut simplifier les repas, je pense vraiment. Enfin, bien, ça n'empêche pas de rester ancré dans les traditions et les terroirs, et c'est très bien. Oui, bien sûr, ouais. Mais pas tous les jours, pas tout le temps. Tu vois, l'entrée avec le pâté, le repas avec la viande, machin, Ouais, ensuite le fromage, fromage. ensuite le dessert. Ça, non, c'est une fois de temps en temps, pour un anniversaire, une occasion. Ça aussi, dans 50 ans, quand on y repensera, on se dira, my god, on était quand même complètement excessif. Alors, excellente comparaison. Par exemple, il y a pas très longtemps, quand on a fait le déménagement de ma grand-mère, bref, on a retrouvé le menu du baptême de ma mère. Ah ouais, Donc, fou. voilà, c'était il y a 73 ans. Donc, Lunaire. le menu, Ouais. mais même aujourd'hui, alors que on mange encore trop, On ne l'envisagerait plus. c'était impossible. Mais par contre, c'était très rare. Parce Ouais. que c'était le baptême de la naissance. Puis il y a de ma quelque mère. chose de beau. Et puis il se jouait pas qu'une histoire de goût là. Il se jouait aussi une histoire d'image, Tout de à fait. représentation, de célébration. Mais c'est Complètement. fou. Plusieurs entrées, des hors d'œuvre. Tu étais obligé d'avoir une viande et un poisson. 3 desserts différents. Dingue. Ouais. Et c'était encore comme ça quand on était jeunes, nous, dans les années 80. Hein. Je veux dire, on n'envisageait pas de repas Oui. de Donc, fête sans tout ça, quoi. Donc voilà, garder la tradition, et ça je pense que ça va être un défi, de garder malgré tout les traditions, le côté un peu terroir qui est hyper intéressant et qui nous fait du bien aussi. Mais on peut me mettre du rassure. confit de canard dans un pokéball, voilà, et conserver certaines traditions culinaires sans en faire des Voilà. banquets Exactement. excessifs. Elle note quand même, parce qu'on sent qu'elle se fait à manger. Elle te dit, bon, mais moi je me fais des petits bols, en fait, je mélange des trucs et tout, mais
c'est quand même pas facile. On sent que c'est pas facile, en France notamment, et elle a pointé du doigt d'ailleurs le fait qu'on avait du mal à trouver, elle qui est belge, qui a vécu aussi à l'étranger, qu'en France c'était pas simple de se... Très difficile de bien manger sur le pouce. Tu vois, c'est-à-dire que là, par exemple, typiquement le vendredi, moi je fais la run class, après je te rejoins, je suis un peu sur le pouce sur la route. Bien manger, c'est ultra compliqué. La seule solution que j'ai, c'est un petit restaurant libanais sur mon chemin en fait. Ouais. Mais si j'arrive pas à l'attraper, parce que voilà, j'ai été occupée à un autre truc et tout. Ouais. Je sais pas, c'est pas possible en fait. Les boulangeries, ça va que proposer des sandwichs pas du tout équilibrés. Après, sinon c'est des pizzas, trucs comme ça. C'est compliqué, ou alors après tu peux aller au supermarché et t'acheter tes petits Mais elle parle épinards aussi et de la tout ça. difficulté au supermarché, même de trouver des produits. Ouais, mais si t'es un peu sur le pouce, enfin tu vas te faire Oui, ton tu vas pas bol, te faire ta une salade, salade, machin, c'est un peu compliqué. Ta bagnole, ouais, c'est pas possible. Ouais. Faut le prévoir à l'avance. Même c'est pas évident. Elle dit que c'est pas évident et qu'en France, même dans les supermarchés, ben on trouve peu de choses. Et c'est vrai que si tu vas au rayon végétal, enfin là où tu trouves tous tes légumes, il y a pas masse de choix. Hein. Ouais, c'est Alors clair. par contre, t'as toujours 3 mètres de linéaire insupportables de tomates. Ou de yaourt. Ouais, ou de poivrons. Les mecs, ils sont en révolte. Ça, Oui, c'est toute sûr que l'année. t'auras Toute toujours l'année. 8 catégories de tomates toute Voilà. l'année. C'est ça. Et par contre, au final, en termes de légumes, bah, t'as le choix entre 10 légumes, quoi. Vous avez parlé justement, et vous avez fini par parler du sport. Elle a dit un truc qui est marrant, auquel j'avais pas pensé, qui peut avoir une incidence au quotidien. Je préférais que on s'intéresse plus à créer des nudges partout, en mettant dans le métro, sortez une station plus tôt, marchez, je sais, ce genre de choses. Prenez les escaliers avec, il y a souvent, pas souvent en fait, rarement, mais elle me marque des escaliers avec des nudges Ouais. qui te C'est disent bon pour votre santé, encore un pas, oui, un pas après courage, l'autre. vous êtes des champions, et puis t'arrives en Tout à haut, fait. À Opéra, il y a ça, t'espères que maintenant, à quelqu'un Paris. te tape dans la main en disant bravo. Drôle ce truc. C'est vrai qu'en fait, Le nudge marketing. je connaissais pas ce terme. Et c'est vrai que c'est assez absent du territoire commun, alors qu'en fait, on pourrait en mettre partout. C'est vrai que le truc qui est très drôle on y pense dans la pub. Je pense notamment à Burger King. C'est un mauvais exemple en l'occurrence, mais Burger King est très très bon parce qu'ils ont une agence de com qui est très très bonne. Et quand ils ouvrent un restaurant, par exemple, ils affichent des messages hyper drôles. Et même quand ils sont ouverts, parfois ils disent allez, plus que 3 mètres, plus qu'1 mètre, allez t'y es presque, tu vas avoir ton truc. Ils ont ce côté interpeller les gens dans la rue, mais c'est à des fins commerciales et pour bouffer des burgers. C'est dommage qu'on n'ait pas les mêmes réflexes pour des questions de santé. Ah, je suis complètement d'accord. Ça devrait être Partout. un programme gouvernemental, d'avoir des incitations hyper funky. Coller des stickers dans les escaliers, quoi. Mais tu vois, par exemple, le message des antibiotiques pas automatiques, Ouais. il a été hyper bien travaillé, ce message. Je veux dire, c'était Bonne punchline, mais bonne surtout elle a été punchline, entendue partout. hyper bien entendu, et c'est vraiment resté. Et encore aujourd'hui, maintenant, tu vois, les gens ont compris que les antibiotiques, c'était à chaque consultation, quoi. Et on pourrait faire ça avec le sport. Après, si tu regardes honnêtement, t'as des trucs, et c'est là où tu vois que ça a pas fonctionné de la même manière, c'est que t'as manger-bouger. Ça, les gens l'ont intégré. Oui, Manger, mais bouger. tu Sauf vois, que c'est ça veut pas rien un dire. message sympa, ouais. Non, puis ça veut rien dire. Manger, bouger, t'es là, mais c'est quoi? Je vais faire de la socadence et puis manger un burger. Enfin, ça veut rien dire, non, mais tu vois. Socadence. Non, mais j'en sais rien. Ah, il faut que tu mettes que tu nous mettes une petite musique, là. On est obligé. Non, mais tu vois, ça veut rien dire. Non, mais ça veut rien dire, bouger. Ça veut rien dire. Oui, c'est vrai, mais de Manger, toute façon, ça veut rien dire. Enfin, on marche sur des œufs. Alors, moi qui travaille un petit peu là avec le ministère des Sports et la Grande Cause Nationale, je sens qu'ils marchent sur des œufs concernant le sport. Ils savent jamais trop mais sur quel pied danser. ce qu'elle dit dans les escaliers, pourquoi dans tous les escaliers de tous les transports en commun, il n'y a pas écrit allez, plus que 10 mètres, ah, t'es trop fort, ça coûte rien de foutre des stickers dans les escaliers. Je suis d'accord. Et ça envoie un message, on serait un pays, tu vois, dynamique. Ouais, je suis d'accord complètement. Mais on sent que vraiment avec le sport, on marche vraiment sur des œufs. On a l'impression que le gouvernement ne veut pas choquer, Mais ne en veut pas quoi se on mettre la choquerait pause. Moi, ce que je ressens, Ouais, et ce ouais. que j'ai déjà entendu, c'est que si on donnait les vrais messages, c'est-à-dire faire 1 heure de sport par jour, c'est ça le vrai message. Hein. C'est pas 30 minutes de 10 000 pas. Le vrai message, c'est 1 heure de sport par jour. Si tu donnes ce message-là, tu te mets toute la population à dos parce que personne Na 1 heure par jour. n'y arrivera. Parce que personne. Parce que la société n'est pas faite pour qu'on y arrive. Et donc, on marche sur des œufs en permanence avec le sport, en tout cas pour les recommandations gouvernementales, parce que il faut pas choquer, il faut rester inclusif, les handicapés, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées. En fait, tu vois, on n'arrive pas à donner plusieurs messages. Donc, du coup, on dit un truc un petit peu global qui finalement ne veut un peu rien dire. Faire 10 000 pas ou bouger 30 minutes par jour. Mais est-ce que c'est bouger? Est-ce que c'est faire du sport?
bon, tu vois, en fait, le message n'arrive pas à passer parce que finalement, il est un petit peu trop, Mais parce que il est trop culturellement- emballé. Oui, et puis Alors que tu vois, les culturellement- antibiotiques pas automatiques, c'était un peu point fort sur la table, Ouais. je trouvais. Oui, mais ça a pas le même impact sur ton quotidien. C'est juste un truc qu'il faut avoir quand t'es malade. Là, si tu dis 1 heure de sport par jour, faut s'organiser. Néanmoins, moi, je crois au fait que ce soit culturel. Je veux dire, quand quelque chose s'impose à nous, quand on devient parent, quand le fait qu'on doit manger, quand il y a des choses qui s'imposent, eh ben, on réfléchit pas. Le temps, on le trouve et on le fait. Mm. Tu te dis pas, ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas le temps d'aller chercher mon fils à l'école. Bonne chance, mec. Quoi qu'on pourrait parfois. Non, mais tu vois. Non, mais tout à fait. Enfin, là, bizarrement, on se pose pas la question. Et heureusement. Mais je veux dire, si à un moment on se disait, il faut que, et en fait, il faut que, si on veut bien vivre, eh ben, on la trouverait cette heure. Je suis d'accord. J'ai honte, j'y suis allé qu'une fois cette semaine. Mais déjà, c'est vachement bien, David, par rapport à 6 mois. Il faut rester positif quand même. Par rapport à 6 mois où... Tu vois pas la diff, là? Tu veux... Bah, attends, t'as un énorme sweat hyper large. Je ne vois pas encore la diff. Mais si toi, tu la vois, c'est le principal. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un bien fou. Souvent, les gens s'en rendent compte beaucoup plus tard. Non, mais alors, pour le coup, ça fait un bien fou. Et ça, c'est un truc. Et c'est ce que vous avez dit aussi, vous avez mis le doigt là-dessus. Juste par rapport à la personne qui dit je peux pas, je suis claqué. Argument. Quand tu fais du sport, il y a un effet immédiat sur la santé, l'humeur, l'estime de soi. Donc, quand tu fais du sport, c'est comme de prendre la meilleure drogue au monde. Tu synthétises dopamine. C'est un peu la niaque, tu vois, confiance en soi. D'ailleurs, quand tu fais du sport, t'améliores ton estime de toi. Sérotonine impliquée dans le bonheur, des endorphines impliquées dans le bonheur, des endocannabinoïdes. Donc c'est comme si tu fumais un joint sans en fumer un. Donc c'est des cannabinoïdes que tu peux synthétiser tout seul, qui vont améliorer l'humeur, améliorer la qualité du sommeil, diminuer la douleur. Et en fait, on a toute cette réponse parce que le mouvement, c'est la vie. On a évolué pour bouger, pour se mouvoir, pour trouver un partenaire sexuel, reproduire l'espèce, ou pour bouger, pour aller manger, très important. Et plus on persiste dans une activité physique, donc par exemple quand tu cours et que tu te surpasses un peu, plus tu risques d'attraper ce gros high qu'on appelle runner high, où parfois tu te sens, t'as des paillettes dans le corps, enfin tu vois, tu te sens vraiment très bien. C'est une réponse qui nous permet de continuer à faire de l'activité physique. Donc, même si tu prends juste les escaliers, il y aura un effet immédiat sur ton humeur, sur ton sentiment d'énergie. Et puis, c'est vrai qu'un étage d'escalier, tu te sens hyper content de l'avoir fait. Mais même, à la tu fin te sens des 12 mieux. marches. Et tu es moins fatigué après les 12 marches. Ça, c'est hyper parlant. J'aime bien quand elle dit argument, boum. C'est la scientifique qui parle. Ouais. Et souvent, je le dis, parfois, on se sent ultra fatigué de sa journée de travail, etc. Donc, c'est de ça dont vous pense parlez. qu'on est trop fatigué. Ouais. Et en réalité, le sport va te redonner de l'énergie. Exactement. Ou en tout cas, te faire mieux dormir. Et du coup, le lendemain matin, tu te sentiras bien. Mais on a du mal à interpréter ce message, en fait, de fatigue, un peu de lassitude mais permanente. Tu mets le doigt dessus, justement, parce que tu pars de la fatigue. Et en fait, au final, vous arrivez à dire que, en fait, justement, si on est fatigué, c'est du sport qu'il faut faire parce qu'on se sentira mieux. Et comme elle le dit, c'est la meilleure drogue au monde et l'effet est immédiat. Et c'est vrai, moi je le vois pour le coup grâce à toi quand je sors de ma salle de sport, comme elle le dit, estime de soi, bien-être, c'est tout de suite en fait, c'est clac. C'est même pas qu'une séance de sport. Si vous êtes là en ce moment dans le métro et que vous nous écoutez, si vous montez tous les escaliers, peut-être il y aura une trentaine de marches ou une quarantaine de marches. Vous sentirez Rien mieux. que ça, ouais. Ça vous booste vos 10-15 prochaines minutes de votre journée. Vous allez vous sentir fier de vous, content, votre cœur aura boosté et ça va vraiment vous donner un pic d'énergie. Rien que ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut le multiplier et aller le chercher beaucoup plus régulièrement, quoi. Et toi, alors du coup, est-ce que finalement cette interview t'a fait ouvrir les yeux sur quelque chose ou est-ce que finalement tu le sentais et est-ce que t'as vraiment appris des choses? Alors oui. Parce que vous êtes bien plus experte que moi, donc forcément j'apprends des choses dans la précision, dans certaines mécaniques, dans le rapport des interactions qu'il peut y avoir, en l'occurrence comme on en parlait au début, du microbiote avec l'alimentation, de la santé mentale avec ce qu'on ingère, oui, mais moi je suis convaincu de base, comme on dit vulgairement, que on n'est pas, on est comme tu le dis relié.
et que en fait évidemment que tout a une incidence, évidemment que ton humeur joue sur ta santé physique et réciproquement, évidemment que si tu te sens bien dans tes pompes, que tu fais du sport et que tu te sens bien dans ton corps, eh ben ça va mieux dans ta tête, tout ça est lié. Et évidemment que si on bouffe de la merde, eh ben il risque de nous arriver de la merde, et c'est logique quoi. Une mauvaise alimentation, elle va nous exposer à plein de trucs. Tout ça est très lié. Donc moi je suis très convaincu par cette idée-là. Après voilà, les modes d'emploi, moi ça me conforte dans ma routine, dans mon quotidien, et justement ça me donne envie. Moi j'aime bien l'endroit où je suis parce que je suis un endroit de conscience, mais je suis pas un endroit d'efficacité. C'est-à-dire que j'ai pleinement conscience du truc, néanmoins j'ai vachement de progrès à faire. Et sur l'alimentation, c'est-à-dire de mettre en pratique quoi. En fait, tu sais que par exemple il faut manger des fruits rouges, moins de beurre, mais tu le fais pas. Bien sûr. Sur l'alimentation, je suis hyper straight. Néanmoins, je vois que je fais pas encore assez attention. Je vois que je mange trop de viande. Après, il y a les restaurants, ça c'est compliqué parce que voilà. Mais quand je suis chez moi, je vois que j'ai encore des réflexes qui sont pas. Alors que je connais pour le coup cette thématique très très bien. Mais malgré ça, voilà, j'ai encore des choses. Mais ça pour le coup, c'est réjouissant. Il y a encore des petits steps à franchir. Et sur le sport, là, j'en suis qu'au début, mais c'est pareil, c'est assez, c'est stimulant. C'est stimulant. Après, tu vois, moi, là, en ce moment, je suis un peu dans la difficulté avec mon fils, donc, tu vois, qui est l'ado de base, qui est en 4e, et qui, le highlight de sa journée hier, par exemple, c'est parce qu'il est allé au McDo avec ses potes. Ouais. Donc, voilà. Après, moi, j'étais comme lui, au même âge. Moi aussi. Mais tu peux pas l'empêcher. Je trouve que c'est difficile en tant que parent d'avoir un message bienveillant et rassurant pour les enfants en matière d'alimentation notamment. Je sais pas toi comment tu fais avec les tiens, ils sont peut-être un peu plus petits. Ils sont plus petits, ouais. Ils ont 4 et 6 ans, mais ils posent peut-être moins de questions, sont moins regardants. Après, moi je crois qu'il y a vraiment, déjà il y a un principe d'éducation. Moi, mes enfants, par exemple, ils mangent de tout depuis tout le temps. Je me suis jamais dit. Alors évidemment, il y a les périodes du tout petit, du bas âge et de la diversification où là, tu peux pas leur filer des topinambours et des trucs trop pointus et machin truc. Néanmoins, dès qu'ils ont été en âge de tout pouvoir digérer et envisager, je me suis jamais dit, je vais faire un truc pour les enfants. C'est-à-dire que si je fais un velouté de chou-fleur, en fait, on fait un velouté de chou-fleur. Et moi, ma fille, quand je lui dis qu'est-ce qu'on mange, je n'ai pas d'appréhension à lui répondre quand elle me dit qu'est-ce qu'on mange. Et donc si c'est des brocolis, en l'occurrence si c'est des brocolis, elle va me dire putain trop bien, j'adore les brocolis. Des choux de Bruxelles, ils mangent des choux de Bruxelles. Et parce que je suis convaincu qu'en fait depuis le début, pour moi c'était pas un sujet. Et il était évident qu'on mangeait des choux de Bruxelles, comment manger du brocoli, comment manger, ils adorent le chou-fleur par exemple. C'est des trucs qui sont parfois clivants chez les enfants. Mais parce que moi je l'ai envisagé de manière absolument naturelle, pour eux c'est absolument naturel. Donc ça se passe bien. Mais après, ils ont 4 et 6 ans et quand on leur dit ou que je leur dis, je prends ça je prends cette culpabilité là. Quand je leur dis on se ferait pas un petit McDo parce que moi je kiffe le petit McDo. Ah ouais. Ouais. J'y vais 1 à 2 fois par mois. OK. Et j'adore ça. C'est régressif, c'est cool, j'ai mon goût, je trouve que c'est hyper bien étudié après, tu vois, c'est hyper bien balancé, machin. Alors que c'est une catastrophe pour tout, pour l'environnement, pour la santé, c'est vraiment de la merde, mais bon. Et ben eux ils aiment bien aussi y aller au McDo. Donc il y a de tout et je pense que le plus important c'est comment on se positionne par rapport à ça. Et eux en l'occurrence je peux leur mettre n'importe quoi dans l'assiette. Alors ils commencent à dire j'aime ou j'aime moins. Néanmoins je peux leur mettre n'importe quoi dans l'assiette, ça pose pas de souci en fait. Ils se disent pas mais on peut pas manger ça. Mais je pense qu'il y a des phases aussi. Enfin tu vois, tu parles de ton fils, je pense oui c'est des phases parce que clairement le mien mange absolument de tout, il aime tout aussi. Ouais. Je leur fais manger des trucs de ouf, moi mes enfants. Ouais. Mais bon voilà, c'est vrai que là c'est oui alors là, le menu quinoa, chou de Bruxelles au four, truc comme ça, tahini, grenade et tout, pas de problème. Ouais. Mais bon, voilà, là, je sens quand même que je suis confrontée mais je crois qu'il faut à des envies de très gras, très salé, beaucoup de quiche, beaucoup de viande aussi. Donc c'est compliqué, je trouve, de continuer. En fait, je trouve que ce qui est difficile, c'est quand toi, parent, tu sais ce qui est bien, ce qui te va bien, ce qui te fait du bien, et que ton enfant vraiment est un peu dans le refus, il y a de la confrontation aussi, un peu de conflit forcément qui mais se je pense met que dedans. C'est contextuel. C'est contextuel. Et ce qui compte, c'est ton ancrage et ton ADN. S'il a eu cet ADN, évidemment, à l'adolescence, et franchement, les choux de Bruxelles de la mère Woodward, on en a plein le dos, je vais taper un double cheese avec mes potes. C'est plein de trucs. C'est les copains, c'est la représentation, c'est le moment, c'est le sucre, c'est machin, on a envie de grossièreté. Tu vois, il y a pas beaucoup d'ados qui se mettent à lire des choses extrêmement subtiles. Et ils vont lire peut-être des trucs du manga, ou aller vers le jeu vidéo, ou aller vers des trucs de divertissement immédiat. Ben, l'alimentation, c'est pareil. Il y a un truc de bam, allez, c'est bon, quoi. On a envie d'envoyer des trucs, grossiers, quoi. Tu vois.
Mais si je pense que ton ADN, et t'as eu tes choux de Bruxelles avant, et ton tiny, et tes trucs de grenade, je pense que quand il va grandir, et qu'il va se retrouver tout seul, dans son appart, à se faire à bouffer, ou quand il fera à manger pour sa première petite copine, et machin truc, et ben il y a plus de chances qu'il fasse des choux de Bruxelles, et avec des petites grenades, et qu'il lui fasse un petit bol le lendemain pour lui dire, tiens ma chérie, bonne journée, pour marquer des points, que de l'inviter au McDonald's. C'est bien, ça donne de l'espoir. Non mais c'est sûr. Plein d'espoir ce podcast. Mais c'est l'importance de l'éducation. Hein. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Dites-nous dans les commentaires de podcast ce que vous en pensez et quel serait le sujet que vous aimeriez qu'on aborde. Donnez-nous des idées. Alors nous, on en a plein. Hein. On a déjà une liste assez longue d'interviews, mais donnez-nous quand même des idées parce que voilà, on se nourrit aussi de vos envies et de vos idées. Merci beaucoup, David. Ben non, merci à toi. Et merci à tout bientôt pour un autre épisode. Salut!